Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver mardi 23 septembre 2025 alors que nous nous enfonçons dans un mois de septembre, comme d'habitude et fidèle à sa réputation, un mois de septembre difficile, compliqué et, n'oublions pas, un mois de septembre piégeux. Oui, j'ai tout repris. Oui, je crois toujours dans un Uptober pour terminer ce cycle. Oui, je pense que ce mois de septembre nous fait encore passer à la moulinette, comme il l'a fait d'ailleurs sur notre cycle à nous, les mois de septembre 2023 et 2024, machine à laver, et puis ensuite, gentiment en octobre, c'est reparti. Et j'ai repris, alors j'ai pas repris tous les mois de septembre, il y en a un peu trop quand même depuis 2009, mais j'ai repris les mois de septembre de la dernière année du cycle. Ils ont tous été comme ça. Il n'y en a pas un seul. Vous savez que nous, ce mois de septembre là, 2025, on a démarré à 108 000 $. Donc en soi, on est un peu positif, ce qui est déjà est complètement incroyable pour un mois de septembre. Je vous rappelle que c'est le pire mois en termes de saisonnalité statistique pour le cours du Bitcoin et pour le S&P 500. Et donc, au-dessus de 108 000 $, c'est positif, c'est déjà en soi une anomalie. Le truc aurait dû être en baisse. Enfin, vous savez que les statistiques, c'est des moyennes, et que parfois, on est un peu au-dessus de la moyenne, dans la moyenne, un peu en dessous. Voilà, ça dépend des mois. Bon. Donc tout ça pour dire que le fait que là, le mois de septembre, soit à nouveau un mois de la peur. Oui, les indicateurs de sentiment le montrent. Ne m'étonne pas et était presque attendu. Maintenant, vous le savez comme moi, la fin du cycle approche. Je vais, alors à nouveau, mais je ne vais pas y passer autant de temps que la semaine dernière, vous refaire un petit topo sur l'aspect temporel, où j'attends la fin du cycle quelque part entre 15-20 octobre et grand max 15-20 novembre. Donc forcément, oui, c'est le titre de cette vidéo. Octobre, nos grands amis anglo-saxons disent Uptober, up, up, tober, up, remplaçant OC, up, Uptober, octobre, octobre aussi, October, up, vous comprenez le jeu de mots. Parce que, au contraire, octobre est, que ce soit d'un point de vue de la performance moyenne, d'un point de vue de la performance médiane, dans le top 3, top 2 même, des meilleurs mois de l'histoire du Bitcoin. Je ne sais pas si c'est octobre ou novembre, ça dépend de quand on démarre l'historique, c'est peut-être novembre. Bon, dans tous les cas, octobre est un mois archi solide. Et ça tombe bien, parce que nous, si on s'inscrit dans la moyenne temporelle de fin de cycle, je vous renvoie vers mon émission de la semaine dernière, c'est une fenêtre de tir du 15-20 octobre à 15-20 novembre à max. Donc, si on veut pouvoir terminer avec un tout dernier sommet, je sais, ça pique un peu d'entendre ça en cette fin de mois de septembre compliqué, mais il nous reste donc cette dernière chance, entre guillemets. Alors, on va faire un certain nombre de choses. Première partie, mais je ne veux pas y passer trop de temps parce que c'était la semaine dernière, vous avez déjà pu vous informer quand même, mais je reviens rapidement sur la nouvelle trajectoire de politique monétaire de la Fed. Alors, oui, la Fed a été la semaine dernière forte en termes d'impact sur le S&P 500, puisque le S&P 500 a empilé les hausses pour faire de nouveaux records historiques. D'ailleurs, il est dans la partie haute d'un canal haussier de moyen long terme, c'est un peu ennuyeux. L'or a empilé les séances de hausse aussi. Bon, bref, il y a eu un impact, et les taux obligataires sont maintenant à niveau bas, il y a eu un vrai impact sur une nouvelle trajectoire de politique monétaire qui est même un poil plus accommodante que prévu, même si la Fed reste data dependent, je vais en dire un mot. Mais tout de même, on ne pouvait pas demander plus au FOMC, à Jérôme Powell. Rappelez-vous le rapport de force entre les 12 membres votants. Alors au final, bon, il n'y a qu'un seul qui a voté pour 2 baisses de taux, les 11 autres pour une seule baisse, mais on ne pouvait pas leur demander mieux. Ils ne pouvaient pas faire plus, impossible, eu égard aux fondamentaux, pour rester crédibles. Donc ils nous ont offert le meilleur de ce qu'ils pouvaient nous offrir. Voilà. Alors maintenant, c'est autre chose que les cryptos réagissent ou pas. Est-ce surprenant? Non, parce que le mois de septembre est un mois pourri. Et en général, quand on a des fondamentaux qui, on va dire, sont... on va parler de fondamentaux positifs, mais moins négatifs, ou en tout cas plus accommodants que ce qu'on aurait pu envisager, à propos de la Fed, ça peut arriver en termes d'impact avec un décalage, le temps que s'aligne le fondamental avec la cyclicité. Est-ce que vous me comprenez? Bon. Direz-vous, là, le gars est en train de s'accrocher à la dernière pierre, les jambes dans le vide, ou à la dernière branche qui est en train de céder. Non, on peut pas dire ça. C'est solide. Je veux dire, le Q4, octobre-novembre, nous sommes en droit d'attendre quelque chose. Tout ça pour dire que le fait que
Il n'y a pas de déception à avoir sur le fait que la semaine dernière, oui, les actions américaines ont pumpé, oui, l'or a pumpé, oui, les taux sont tout en bas et les cryptos rien fait. Parce que dans leur cyclicité, c'est pas une période favorable. Et il faut cocher toutes les cases pour que l'action des prix réagisse en conséquence. Donc, toutes les cases, c'est plutôt octobre. Vous savez, Bitcoin est piégeux. Là, je vais vous montrer dans cette vidéo, on va s'amuser à reprendre tous les mois de septembre. On va les regarder, c'est super marrant de les regarder, puis c'est des patterns qui se reproduisent. Je vous donne juste un exemple avant de repasser à toutes les illustrations, parce que j'ai quand même un gros plan. Je vous le donne dans un instant, mais simplement, par exemple, je pense au premier cycle, celui lié au halving de 2012. Bien, figurez-vous, donc, septembre, je suis pourri. Voilà, donc classique. On arrive le 1er octobre, moins 15. C'était le 1er octobre 2013, du coup. Le truc fait moins 10 ou moins 15. Vous imaginez, octobre, 1er octobre, moins 15. C'est quoi ces statistiques pourries? À partir du 2 octobre, le truc a fait x10 jusqu'à la fin du cycle. Bitcoin a poussé le vice jusqu'à piéger tout le monde le 1er octobre. Il fera pareil. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a déjà commencé à faire. Enfin, pas vraiment. Alors si, dans le sens où il était parti bullish. Là, depuis le 1er septembre, on était bullish. En soi, c'était une anomalie de l'être. Donc en fait, là, il corrige cette anomalie. Et puis, bah voilà, à octobre, c'est la semaine prochaine. C'est pas lundi prochain, ça va être mercredi prochain. Voilà. On verra jusqu'où il pousse. Bien sûr, tout ce que je vous dis là tombe à l'eau si le haut de cycle a été fait le 15 août dernier. Et quand bien même, imaginons que le haut de cycle a été fait le 15 août dernier, imaginons, il y aura au moins un dead cat bounce en octobre. Donc de quoi sortir plus haut que le prix actuel. Voilà, il faut au moins se dire ça. Pas forcément un nouveau plus haut, mais un dead cat bounce, un rebond du chat mort permettant de sortir plus haut que le prix là, qui sera le prix peut-être fin septembre. Bon, on verra. Donc, alors mes amis. Donc première partie, un point rapide sur la Fed, mais je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça. Deuxième partie, on va s'amuser, donc je décortique septembre. Je prends tous les septembre pour vous montrer que c'est piégeux. Troisième partie, October, la dernière chance de notre cycle. Là, je vais vous donner un peu d'opium, des petites choses là, qui font mousser un peu pour croire dans octobre. Quatrième partie, et cette fameuse liquidité qui a fait un nouveau record historique. Mais où est-ce qu'elle va, nom de Dieu, bordel de Dieu? Où va-t-elle, hein? Bon, où va cette liquidité? Elle n'est pas allée sur Bitcoin à court terme. Mais elle est allée autre part, et notamment sur l'or. Incroyable gold. Je ne sais pas si parmi vous certains ont des positions longues sur le gold, mais l'or est en bull run depuis février 2024. Le truc ne s'arrête jamais. Ça transfère même aux autres métaux précieux comme à l'argent. Donc il faut que je vous parle de l'or, et vous allez voir, c'est intéressant, parce qu'il y a un rapport, il peut y avoir des transferts, etc. Mais il faut suivre l'or. Ah, dites-vous bien une chose, si nous espérons une dernière jambe de hausse de BTC, un rebond, un October, mécaniquement il y aura une baisse du gold. Ou en tout cas, il arrêtera de monter. Il se mettra en pause. Les deux jouent ensemble. Passage de relais, passage de témoin, boum boum. Et puis on parle d'analyse technique, forcément Bitcoin, et puis les alts. C'est parti par un bref rappel de la nouvelle trajectoire de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous avez sous les yeux le tableau de ses projections macroéconomiques. Concrètement, le marché retient que la Fed envisage encore 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Elle en a passé une, il en resterait 2. Vous avez ici les anticipations agrégées à la fois des membres du FOMC, les 12 membres votants, et puis l'anticipation de la haute finance. Donc 2 dates encore d'ici la fin d'année, 29 octobre, 10 décembre, avec des probabilités, somme toute, quand même favorables en faveur. Alors tout ça peut aller très vite. De baisse de taux supplémentaires. On ne peut pas demander mieux à la Fed. Compte tenu du contexte, qu'elle a d'ailleurs bien expliqué dans son tableau, qui est un contexte. Alors, le mot stagflation est un peu fort, en tout cas ralentissement économique, ralentissement du marché du travail, mais une inflation qui est 1 point de pourcentage au-dessus de la cible de la Fed, pour toutes les raisons que vous connaissez, en particulier les tarifs douaniers. Bref, on ne pouvait pas demander mieux à Popo et aux membres du FOMC. Certains chiffres peuvent-ils encore tout bouleverser? Oui. Certains chiffres peuvent-ils encore tout bouleverser, et dans les deux sens d'ailleurs. Ces probabilités, oui. D'ailleurs, ça peut commencer cette semaine avec les chiffres de l'inflation PCE. Ce qui se joue pour moi, c'est le nombre de baisses de taux. 1, d'ici la fin de l'année, c'est à peu près acté. 2, c'est pas forcément sûr. Ça va dépendre de tout ça. Donc, on gagne du temps. Plutôt que passer en vue l'agenda, j'ai tout mis ici sur ce slide. Il y a un certain nombre de dates à surveiller, mais concrètement, dites-vous bien que c'est si chaque mois, vous avez 3 mises à jour de l'inflation. L'inflation CPI, l'inflation PPI, le PCE. Le PCE compte d'abord. D'ailleurs, ce vendredi 26, vous avez le PCE. Et puis, le premier vendredi de chaque mois, le rapport NFP, qui est le rapport sur le marché du travail. Nous, concrètement, ce qui nous intéresse pour cette dernière leg up,
qui est encore possible en bout du bout, avec un top de cycle soit entre 15-20 octobre, soit 15-20 novembre, vous avez capté que c'est concrètement tout ce paquet de chiffres qui peut compter. Et en ce qui concerne l'amorçage, on est sur le PCE du 26 septembre, au pire, le NFP du vendredi 3 octobre. Donc tout ça arrive, en particulier la semaine prochaine. Il y a un autre élément qui est important, dont on parle moins, mais dont vous allez de plus en plus entendre parler. C'est le début des plaidoiries des tarifs douaniers devant la Cour suprême, puisque vous savez qu'un juge fédéral a renvoyé la légalité des tarifs douaniers décidés par l'administration devant la Cour suprême. Et c'est à la Cour suprême de décider si ces tarifs douaniers s'inscrivent bien dans une loi d'urgence économique ou pas. Bref, est-ce que la Cour suprême va retirer le pouvoir à l'administration Trump de décider, le renvoyer au Congrès ou carrément les annuler, bon, on ne sait pas, ou les confirmer. Et tout ça va jouer sur les anticipations d'inflation sur la Fed. Et c'est début novembre. Tout ça donc, dans une hypothèse de fin de cycle 15-20 novembre, grand max 1er décembre, toutes ces données-là, tous ces fondamentaux, vous comptez. Inflation, emploi, la plaidoirie devant la Cour suprême, et tout ça, bien sûr, je le suivrai. Bon, j'en dis pas davantage sur les fondamentaux, c'est chiant, on regarde plutôt l'aspect technique. Et puis quand même, le titre de la vidéo, est-ce qu'il reste une dernière chance sur le plan cyclique? Alors septembre, déjà, on commence par septembre. Rappelez-vous, septembre, j'avais fait une vidéo en disant que c'était un mois piégeux, qu'il n'y avait rien à attendre. J'ai envie de passer avec vous en revue tous les mois de septembre. Allez, on se les fait tous. On se fait tous les mois de septembre depuis 2009. Non, je déconne. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait les mois de septembre de notre cycle à nous et les mois de septembre de la dernière année des cycles précédents. Vous allez voir, ils ont tous la même gueule, c'est impressionnant. C'est les mêmes, ce sont les mêmes. Et in fine, ça allait mieux en octobre. Déjà, vous prenez notre cycle est au-dessus là. Donc en fait, notre cycle, il est, voilà, c'est ça. Donc septembre 2023, septembre 2024, septembre 2025, c'est notre cycle. Pour l'instant, vous voyez, hein, ça peut être une phase d'amorçage. Ici, je m'amuse à zoomer dessus. Ça, c'est notre cycle à nous. D'ailleurs, depuis début septembre, pour l'instant, on est en hausse. Hein. On a commencé septembre à 108. En soi, 108 versus 112, c'est un gain, ça c'est déjà inespéré. Ça, c'est la gueule de notre septembre à nous. Regardez comme ça ressemble un peu à septembre 2024. On avait le pump, le retracement et c'était parti. Ou encore le septembre de 2023, le pump, le retracement, c'était parti. Donc déjà, ça ressemble un peu à nos mois de septembre. Ça ressemble à un mois de septembre d'amorçage. Maintenant, lorsqu'on regarde ici, graphique du bas, les mois de septembre de la dernière année des cycles précédents, ils ont toujours été piégeux et dégueulasses, les mois de septembre. Regardez-moi, par exemple, le mois de septembre de la dernière année du cycle précédent. Consolidation en 3 temps. On démarre le mois de septembre en petite hausse, on se prend une méga claque. Et regardez, le point du rebond, le 30 septembre. 30 septembre. Ensuite, je prends le mois de septembre de la dernière année du cycle intermédiaire, celui lié au halving de 2016. On s'était pris une claque. On revient plus ou moins, pas vraiment à la case départ, on est quand même en baisse, début du mois, fin du mois. Et ça part en octobre. Là aussi, c'était un mois piégeux. Je prends le mois de septembre de la dernière année du premier cycle. Alors là, lui c'était le pire, le plus traître. Regardez-moi ça. On commence ici 1er septembre, on fait du caca. Là, on se dit, ouais, October arrive, génial. Et regardez ce qui nous cale. Regardez ça. Le 2 octobre, il nous cale un moins 15. Non, même pire. Le 2 octobre, il nous cale un moins 20. Et ensuite, poum, fusée. Donc, vous voyez un peu, c'est ça le marché. Si là, on est tous chaud patate sur October, vous allez voir peut-être que les premiers jours d'octobre, il va nous mettre un méga crash et puis repartir. Ou peut-être que la première... Bref, vous avez capté. C'est une période piégeuse, mais d'amorçage. Retenez ça. En tout cas, de toute façon, c'est notre dernière chance. Hein, par rapport au timing de cycle, je vais y revenir, ça dernière cycle. Donc, déjà là, nous, notre septembre à nous qui est là, donc, en soi, il est pour l'instant légèrement positif. Donc, c'est déjà une petite victoire. Le mois de septembre n'est pas fini. En tout cas, septembre a toujours été piégeux, mais donc amorçage de notre cycle. Hop. Alors, est-ce que j'avais d'autres trucs à vous montrer? Je regarde. Ah oui, donc, alors, petite synthèse. Donc, effectivement, là, on a zioté vite fait à quoi ressemblaient les mois de septembre des précédents cycles. Voilà. Bon, ça vient de Bitcoin Magazine Pro. Je vous remonte quand même donc, la performance moyenne des mois de Bitcoin depuis 2009. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi on se dit que October et November sont la dernière chance. Rappelez-vous mes hypothèses temporelles de fin de cycle. 15-20 octobre, 15-20 novembre, grand max 1er décembre. Quand on voit ça qui arrive, on se dit, bon, petite lueur d'espoir. De toute façon, ça, c'est la dernière chance. Soit le sommet de cycle a vraiment été fait le 14 août à 124K et c'est mort. Prenez tous vos bénéfices pendant qu'il y en a encore un peu et on se revoit dans un an.
Enfin, je serai là pendant tout le bear market, hein, parce que ça va être marrant le bear market aussi, parce que ça va être ça, on va chercher à choper le point bas. Mais ça, c'est notre dernière chute. Voilà. Donc, octobre-novembre. On voit que septembre, notamment, était piégeux, et aussi avec une performance moyenne négative. Octobre est donc notre dernière chance. D'ailleurs, c'est valable si vous prenez la saisonnalité du S&P 500. Septembre, moyen. Vous voyez que octobre, novembre, décembre, tout de suite, sont des mois de réaccélération. Alors, est-ce que c'est crédible alors que le S&P 500 est tout en haut d'un canal aussi moyen? Ça, c'est vrai que ça m'embête. J'en ai beaucoup parlé, j'en parle encore. Le S&P 500, le contrat futur, le marché spot, un haut de canal haussier moyen long terme, mais j'ai pas encore de divergence. Donc bon, ça peut temporiser un peu, mais il faut effectivement avoir conscience que personne n'achète le S&P 500 au prix actuel pour la première fois. Soit on est dedans, soit on n'y est pas. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu, ça fait partie dans les choses, vous savez, vous savez, hein, ce qui m'embête par rapport à October-November. Vous connaissez le topo. Il y a la ligne de tendance intercycle, je la déteste, je la hais. Cycle lié au halving de 2016, le top. Cycle lié au halving de 2020, je joins les deux lignes, et ça, c'est notre top à nous. Donc, dans les choses que je déteste par rapport à la dernière chance October, il y a cette trendline, et il y a ce haut de canal du S&P 500. C'est vrai que quand on voit ça, on se dit, c'est quoi quelle est la chance que Bitcoin accélère? Avec ça dans la tête, ça dans le mur, il a deux énormes murs. Un mur, on peut l'exploser. Vous prenez un 36 tonnes, vous foncez dans un mur en carton-pâte, ou en, mince, comment ça s'appelle, là, dans les appartements, lorsqu'on crée un nouveau mur, c'est un nom, bref, la petite paroi là, qui est pas épaisse, bon, il suffit d'être, voilà, on peut l'exploser. Du coup, bah, il faudra un camion sacrément chargé, blindé, pour enfoncer ces deux résistances. Ça, ce sont les choses, je fais pas des cauchemars, mais je les ai quand même en tête, je n'aime pas ça. Ça, c'est le moins. Maintenant, le plus, c'est effectivement donc les statistiques d'October, que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais encore vous remontrer, attendez, j'arrive avec de l'opium. Le plus, c'est donc, je vous ai montré octobre et novembre la performance moyenne. J'ai à nouveau mis à jour mon tableau, et donc, pour vous rappeler que le top de cycle peut se faire, grosso modo, entre le 17 et le 20 octobre, ou plutôt autour du 20 novembre, grand max 1er décembre. Donc 16 à 20 octobre, donc on aurait une partie d'October, jeu de mots, octobre, up, october, up, October, voilà. Ou donc effectivement 15-20 novembre, 1er décembre, et là on aurait les stats de novembre. Donc disons que ces statistiques de saisonnalité peuvent s'inscrire dans un timing de répétition de moyenne de cycle, en termes de timing. Ça peut tenir la route. Maintenant, est-ce que le marché va en avoir la possibilité avec ce haut de canal du S&P 500 ou avec cette trendline qu'on aimerait pouvoir effacer d'un coup de gomme, mais ça marche pas comme ça. Enfin si, je peux la supprimer, hein. Hop, je peux faire ça, et là je la retire, mais elle sera toujours quand même là. C'est la question que je me pose, c'est la question, et on est là, le mois d'octobre commence quand? Le mois d'octobre commence mercredi de la semaine prochaine. Je sens que d'ici mercredi, ça va tellement être piégeux, volatile dans tous les sens. Et imaginez que mercredi 1er octobre, il nous fasse un moins 5. Je vous ai montré le premier cycle. Où le 2 octobre de la dernière année du cycle, il a fait moins 20. Avant de faire x6 après. x6 après, il a fait moins 20%. J'imagine que le 2 octobre 2013, tout le monde a dû se dire, c'est foutu. October, voilà. Bon, et le truc fait plus x6 après. C'est ça Bitcoin. C'est ça. Et ça l'est encore plus maintenant. Donc là, c'est vraiment inconfortable. Les 10 prochains jours sont inconfortables. Bon, d'ici là, faut pas casser de support. Je vais dire un mot technique tout à l'heure, mais October, un peu d'opium, un peu d'opium. L'opium arrive tout de suite. L'opium est là. Notre cycle est en orange. Ici, vous avez le cycle de 2000. Lié à la ligne de 2012. D'ailleurs, regardez, on retrouve la séance du 2 octobre dont je vous parlais, ce premier cycle, elle est là, vous la voyez là ou pas? Elle était là, regardez. On arrive sur octobre, énorme drop, on se dit, bah putain, merde. Et en fait, prenez le cycle, le dernier cycle,
pile poil début octobre, pou, et prenez 2016, on parle du halving, on a fait un peu de caca 3, 4, 5 octobre, et c'est parti. Nous, là, on est en orange, là. On est en orange. Alors, c'est en retard de 2 jours, le graphique. Hein. En fait, on est plutôt dans le trou, là. On est plutôt dans ce petit trou-là, maintenant. Mais, bon, donc c'est ça, on est face à ça. C'est-à-dire qu'on est face à l'opium d'octobre et de novembre, octobre-novembre, quoi. Donc là, vous avez la moyenne intercalendaire. On se dit, putain, quand même. D'ailleurs, on bloque un peu en dessous, là. Mais, vous voyez, on est là, on se dit, bon... et imaginez, ce serait tellement relou qu'on parte au sud, à l'envers de la moyenne intercycle. Bah, ça veut dire que vraiment, bah là, c'est que the top is in ici, quoi. Ça fait chier tout le monde, mais... Bon. Donc, on a à la fois ça, et... qui est plutôt engageant. Et au contraire, on a donc cette ligne intercycle et ce haut de canal que je vais vous montrer ici en daily, il est propre, hein, le haut de canal du SP500, et bah, on est là, on est dessus, quoi. Ça, alors ce qui est dommage, c'est que regardez, avec la Fed, il a fait tout ça, le coquin. Mais nous, on n'a rien fait. Alors qu'est-ce qui a fait quelque chose? C'est le gold. Vous allez voir que c'est le gold, parce qu'effectivement, la liquidité mondiale a fait de nouveaux records. On dit, mais où va l'argent? Accrochez-vous, les amis, c'était pas le Bitcoin le bon cheval hein, ces derniers mois, c'était le gold. Voilà où est le bull run. Voilà. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises mensuelles du gold. Ben voilà. Ça, c'est un bull run. Ça, c'est beau. Bitcoin, c'est pas beau. C'est moche, c'est moche. C'est pas excitant. Ça, c'est un bull run. Donc, où va la liquidité? Ben, elle va là. Elle va ici. Et mine de rien, quand même, ça commence à être pas dégueu. Hein. Voilà. Ça, c'est... Les capitaux vont sur l'or. Pour 1000 raisons. Mais les capitaux vont sur l'or. Et d'ailleurs, l'or qu'avait fait en 1980, il avait atteint... Ouais, il est incroyable ce graphique, hein, je suis en échelle arithmétique. Ici, c'était 850 $. Et en fait, ce prix-là, ajusté de l'inflation, correspond à 3500 $. Vous avez ici l'illustration. Ça, c'est la courbe nominale de l'or. Et là, c'est la courbe corrigée de l'inflation. En fait, on vient de dépasser sur le gold le vrai record de 1980. C'est assez dingue. Donc, de toute façon, l'argent allant ici, il va falloir, un moment ou un autre, pour espérer quelque chose, il va falloir une rotation. C'est vrai que tant que l'or empile les hausses, c'est compliqué de se dire que ça va aller sur Bitcoin. Et c'est pourquoi donc il faut surveiller le gold. Parce que viendra, j'espère, en tout cas dans notre hypothèse d'un Uptober, obligatoirement, il faut que le pognon vienne de quelque part. Il faut une rotation. Alors oui, il y a des stablecoins en réserve, etc. Oui, d'accord, mais si on veut vraiment une dernière leg up, il faudra une rotation du gold vers le BTC. Il n'y a pas le choix. There is no choice at all, mes amis. On va vers vos cours d'anglais. There is no fucking choice at all. Nous avons besoin d'une rotation. Est-ce qu'on l'aura? Ça, les 10 prochains jours, ils vont être incroyables. Incroyables. Parce qu'on est là en mode, bon, beaucoup ne croient plus en Uptober, S&P 500, ligne de tendance, ça va faire flop. En même temps, on voit que parfois début octobre est piégeux, puis ça part. Donc imaginez début octobre, on drop, tout le monde va dire ça y est, c'est mort, et en fait, boum, ça part, donc tout le monde est piégé. Ça va être incroyable. Moi je dis vivement Noël. Non mais c'est vrai. Parce qu'à Noël, on est sûr qu'on a le top. On est sûr qu'on est en bear market. Donc vivement Noël. Vous savez, vivement Noël. On est sorti. On a pris nos gains. Ensuite le bear market. Et on revient tranquillement quelques mois plus tard. C'est vrai. Ce cycle a été horrible. Horrible. Enfin, pas façon de parler. Ce cycle a été épuisant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avez-vous connu d'autres cycles? Moi, oui. Ce cycle a été épuisant. Il a été exhausting. Voilà, c'est ça. I'm definitely exhausted. Bon, alors. Alors sur le plan technique, j'en dirais pas davantage. Il faut tenir les supports weekly, il faut tenir 109, 111. 109, 111, c'est sommet, il faut les tenir. Un signal de force serait de dépasser 116, 117, pour y croire un peu.
Mais bon, là, dans l'immédiat, d'ici fin septembre, il faudra vraiment s'accrocher à tout ça, vous voyez. Et les 200 arrivent en soutien, mais tout le monde a capté que c'est la grosse zone là qu'on ne veut pas voir brisée par BTC. Sur ETH, moi je trouve ça super bien construit. Hein. ETH, c'est normal de prendre le temps. Regardez d'ailleurs si je me mets en log, on a cette trendline. C'est normal, regardez. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Ça peut faire une A, B, C. Allez, au pire 3500. Au pire 3500. Mais d'un point de vue technique, peu importe qu'on fasse 4000, 3008, 3005, c'est bien construit. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Ouais, regardez la vague 2. La vague 2, regardez comme elle était piégeuse. Bah, comme d'hab, on va faire peut-être un truc un peu caca, piégeux. Mais derrière, pour moi, il en manque une pour aller au-dessus de 5000. Donc en weekly, regardez, il y a le time en weekly. En weekly, on fait une correction en 3 temps. On la voit bien ici, si je mets Ishimoku, on voit bien le cours de clôture. Regardez, c'est vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, A, B, C. Donc voilà, toute cette zone support, je pense qu'elle tiendra et que ça repartira. Là, il faut laisser un peu le truc respirer. Il faut respirer après tout ça. Donc ça, pour moi, ça conserve encore une nature bien construite. Et même jusqu'à 3500. En fait, ce serait pour moi un worst case scénario en termes de retracement. Le sol nous fait un petit pullback après avoir dépassé 200, 209, ça fait support ça. Le BNB objectif atteint, 1000, c'est ce que je disais d'ailleurs, 1000 ça c'est fait. Donc alors lui, il peut prendre le temps de respirer un peu, mais le signal d'achat était donné là. Hein. Boum, objectif atteint, 1000. Peut-être ça ira plus haut, il y a des extensions, mais déjà, temporisons un peu sur 1000, là, il faut laisser les moyennes mobiles remonter, etc. C'est important. AAV, il y a un gros support qu'elle a, que vous voyez en Ishimoku. Voilà, gros support, 235, c'est les moyennes mobiles là. Il faut tenir SMA 200, toute cette zone là. 235. SMA 200 et 235 $. Il faut tenir pour rester bullish. Sur AAV. Voilà, chers amis, j'en dirai pas davantage. Merci à toutes et à tous de votre attention et passez une bonne journée.